Rebonjour. Alors, aujourd'hui, j'ai bel et bien l'heure d'être parmi vous. Je suis très très contente d'être encore une fois dans les bras de la FSE. Je tiens également à remercier toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à l'organisation de ce colloque hyper intéressant, sans oublier bien sûr le comité scientifique qui m'a accordé cette opportunité au nord. Voilà, donc sans trop tarder, je passe directement à l'intitulé de ma communication. Il y a eu une petite modification. Il y a eu une petite modification au niveau de l'intitulé. Donc, le titre actuel est le suivant: l'ingénierie coopérative dans l'enseignement primaire au Maroc, cas du projet HEPM. Donc, dans cet intitulé, il y a le sigle HEPM qui signifie littéralement Higher Educational Partnership Morocco. Alors, il s'agit d'un partenariat qui a été conclu entre l'Agence américaine pour le développement international avec les deux ministères, le ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, ainsi que le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. Donc, permettez-moi de cerner un peu le mot ingénierie, parce qu'au Maroc, on a la coutume d'utiliser le mot ingénierie, ingénieur, généralement dans le domaine scientifique pur et dur, si vous me permettez d'utiliser cette expression. Mais en fait, l'ingénierie relève de toute démarche qui nécessite la réflexion, le diagnostic, la conception, l'évaluation et l'expérimentation. Donc, la question qui se pose maintenant, quels sont les types d'ingénierie en éducation? Bon, il y a d'abord l'ingénierie de formation, et puis, bien sûr, ingénierie de formation, ça veut dire qu'elle est en rapport avec la conception des dispositifs de formation. Et puis, l'ingénierie pédagogique, qui est une composante de cette ingénierie. Bien sûr, l'ingénierie pédagogique, elle est, on va dire, elle fait l'objet du travail des pédagogues. Et puis, l'ingénierie coopérative. Alors, bien sûr, le tout se fait. Pourquoi l'ingénierie coopérative? Parce que l'ingénierie de formation ainsi que l'ingénierie pédagogique se fait dans un cadre collaboratif, coopératif. Et donc, l'ingénierie de formation et l'ingénierie coopérative sont les deux faces d'une même pièce. Donc, pour expliciter davantage la charpente, ou si vous voulez, la logique de l'ingénierie de formation, alors, tout comme un médecin, on commence par un diagnostic. Donc, il y a des défaillances auxquelles il faut combler, auxquelles il faut remédier. Et puis, on passe par la phase de la conception. Ensuite, le développement, ça veut dire la conception des contenus pédagogiques. Et ensuite, on expérimente ce qui a été conçu. Et finalement, on évalue le travail. Pour revenir au point de départ, qui est le diagnostic, ça veut dire vérifier si l'on a pu remédier à la situation problématique. Donc, maintenant que je vous ai mis dans le bain thématique, je passe directement à la problématique de ma réflexion. Donc, la problématique est la suivante. Dans quelle mesure le projet HEPM pourrait-il ériger une ingénierie coopérative ad hoc, convenable, entre la formation initiale et qualifiante? Formation initiale, ça veut dire la formation universitaire, et puis qualifiante, ça veut dire celle du CRL. Donc là, on va réfléchir un peu sur l'aggiornamento du dispositif, parce que là, selon la loi cadre, la fameuse loi cadre 51-17, l'État préconise, on va dire, la révision des dispositifs. Et donc, on est dans cette logique-là. Donc, comment ça se passe? Ça veut dire au niveau du projet HEPM, quels sont les intervenus, etc. Donc, c'est ce qu'on va voir dans cette présentation. Donc, je me suis, bien entendu, posé une myriade de questions de recherche. On peut les résumer, si vous voulez, en une question. Comment est-ce que le partenariat pour l'enseignement supérieur, ça veut dire le projet HEPM, pourrait décroître les difficultés auxquelles font face les enseignants du primaire? Alors, j'aimerais souligner que le projet HEPM est axé beaucoup plus sur le cycle primaire, parce que, comme vous le savez, au Maroc, on avait l'habitude de commencer par le haut, ça veut
dire on commençait à aggiornamenter le secondaire. Or, il faut commencer par le bas, ça veut dire le cycle primaire. Je veux dire par le bas, ça veut dire la pierre angulaire de l'enseignement qui est le cycle primaire. Parce qu'on ne peut pas bâtir une maison bien faite, bien coriace si vous voulez, sans pour autant avoir des piliers solides. Donc pour répondre à cette question, bien sûr, je vais expliciter ce que c'est que l'aggiornamento dont j'ai parlé pas mal de fois. Donc, on a commencé d'abord, ça a été entrepris par la création des licences, des cycles de licence en éducation qui ont remplacé les filières d'éducation universitaire d'éducation. Et ce, pour répondre aux besoins croissants des enseignants, sans oublier bien sûr la volonté d'égaliser la formation. Ça veut dire qu'on veut avoir des enseignants du primaire spécialisés. Parce que, comme vous le savez, beaucoup d'enseignants de primaire, par exemple, ils sont professeurs d'histoire géo, ils enseignent l'arabe ou bien les mathématiques, etc. Donc il y a un problème, il y a une défaillance qu'il faut penser. Donc, pour mettre au clair davantage l'architecture de la formation actuelle, eh bien, je vous présente le tableau suivant. Donc, à l'université, l'étudiant, ça veut dire le futur enseignant, il est étudiant au sein de l'université, par exemple à l'ESEF, à la FSE, à l'ENS, etc. Donc il passe par un concours de sélection, bien entendu, d'abord, et puis au CRMEF, il devient enseignant stagiaire. Donc il est passé par un concours de recrutement. Donc le problème est là en fait, d'où l'émergence du projet HEPM. Et finalement, bien sûr, juste au niveau de cette architecture, parce qu'il y a après la formation continuée. Donc l'enseignant se trouve en établissement scolaire, il devient donc stagiaire en responsabilité, il passe 2 ans de formation. Bon, de formation, il est enseignant, il est payé et tout, mais il est toujours stagiaire. Pour être titularisé, il doit passer par ce qu'on appelle le KPS, le certificat d'aptitude au professorat du second degré. Voilà. Donc on est là, bien sûr, l'enseignant, lorsqu'il est dans cette phase-là de l'établissement scolaire, il est censé préparer ce qu'on appelle la recherche-intervention. Donc on est dans la réflexivité enseignante, le renforcement de la recherche scientifique en sciences de l'éducation. Donc, le tout a été conçu, bien entendu, pour amender les pratiques enseignantes. Donc maintenant, la question qui se pose, comment? Donc d'après les entretiens semi-directifs ciblés, que j'ai préparé. J'ai interviewé pas mal de personnes au CRMEF de l'Oriental et je suis arrivée à la conclusion suivante. Donc, la révision touche 3 volets, grands volets si vous voulez. Le volet pédagogique, ça veut dire tout ce qui est en rapport avec la conception des programmes, la révision des syllabus, etc. Et puis l'échange d'expertise. En ce qui concerne l'échange d'expertise, déjà, le Maroc, il a signé pas mal de partenariats à l'échelle internationale, surtout avec l'Agence américaine pour le développement international, sans oublier les conventions cadres qui sont conclues. Je vous donne l'exemple d'une convention qui a été conclue, signée entre l'AREF de l'Oriental et l'Université Mohamed Ier. Alors, en gros, il y a des points intéressants qui favorisent cet échange d'expérience. Par exemple, vous avez les étudiants de l'ESEF, de l'Oriental, qui peuvent effectuer des stages d'immersion au sein des établissements scolaires de la région. Donc, et puis, un enseignant stagiaire qui peut effectuer sa recherche-intervention en compagnie d'un expert à l'université. Et donc, on favorise cet échange. On est dans cette logique, dynamique. Et puis, bien sûr, lorsqu'on parle de recherche-intervention et tout, et les recherches-action par exemple, on est dans la promotion et le renforcement de la recherche scientifique. En ce qui concerne le cas de l'ESEF, ça veut dire l'École supérieure de l'éducation et de la formation de l'Oriental, j'ai également interviewé quelques personnes, par exemple le directeur de l'école et puis le responsable du cycle de licence spécialité langue française. Et puis je me suis rendu compte qu'il y a en fait, d'après les réponses des personnes concernées, qu'il y a des commissions mixtes
ça veut dire des professeurs universitaires et puis des formateurs du CRMF qui travaillent ensemble en vue d'élaborer des syllabus, des modules. Et d'ailleurs, j'ai procédé également par l'observation. J'ai assisté à certaines séances de travail dans lesquelles on discute, on analyse, on scrute, on révise tout court le dispositif de formation, du cycle primaire en particulier. Et puis, on est en train également d'élaborer des polycopiés de cours, des activités de formation, des évaluations. Et là, j'aimerais attirer votre attention sur un point très important, c'est qu'on est en train de travailler beaucoup plus sur la pratique. On veut que la pratique prenne le dessus sur la formation des enseignants, parce que c'est la théorie qui domine, si vous voulez. Et donc, on propose plus de pratique à travers des travaux dirigés, des travaux, on va dire, pratiques, des activités orales, etc. Donc, on est également en train de préparer des MOOC qui vont être intégrés dans la formation des enseignants. Et d'ailleurs, il y a déjà une conférence aujourd'hui qui se tient à Eiffel entre voilà, des experts chevronnés qui sont en train de travailler sur ça. Et voilà, donc je passe à l'étape suivante. Donc, il faut savoir que toutes ces démarches sont en train d'être évaluées, suivies. Il y a des comités de pilotage, on est en train d'élaborer des plans d'action, on rédige des programmes, enfin, pas des rapports plutôt, pour rendre compte de l'avancement du travail. Donc, on est dans la dynamique de la collaboration et la coopération. C'est pour ça, en fait, qu'on parle d'ingénierie coopérative depuis tout à l'heure. Donc, pour couronner le tout, on va dire que jusqu'à présent, on est dans une phase de transition. Ça veut dire qu'on est dans la phase, on va dire, préparation du contenu, réflexion, conception. Donc, jusqu'à présent, il n'y a pas des résultats tangibles et palpables. Donc, ça prend du temps. On va avoir les résultats à long terme, bien entendu. Et donc, les partenariats qui sont tant préconisés par les décideurs des textes officiels, certes, ne sont pas une panacée qui va sonner le glas des défaillances du dispositif de formation. Et donc, sans être volubile, je passe directement, je conclue mon intervention par deux questions critiques. Donc, quel serait le sort des lauréats des cycles de licence en éducation qui ne veulent pas devenir enseignants ni poursuivre leurs études supérieures au master? Donc, comment exploiter leurs compétences, peut-être dans un autre domaine, ou même dans le même domaine, mais autrement. Et puis, comment mettre en symbiose les profils d'entrée au CRMF? Comme vous le savez, il y a des profils d'entrée, deux profils d'entrée différents. Ceux qui ont des licences professionnelles, d'autres qui ont des profils, enfin des licences fondamentales. Donc, comment égaliser la formation, comment combler les lacunes? Voilà. Donc, je vous remercie de votre attention et voilà tout. Merci mademoiselle Zdeka, premièrement d'avoir respecté le temps alloué à la communication et pour la qualité de votre intervention. Donc certainement on revient à une thématique très intéressante qui est la formation des enseignants, et je pense avec l'ensemble des changements qu'on est en train de vivre actuellement, repenser la formation des enseignants, il commence à être en fait une nécessité à travers l'ingénierie coopérative qui cherche en fait à garantir l'alliance entre la recherche et le terrain. Je pense qu'elle reste une piste comme d'autres pour repenser cette formation.